Imaginez que vous entrez dans un monde où les règles de la réalité telles que vous les connaissez ne s'appliquent plus. Un monde où la position et la vitesse d'une particule ne peuvent être connues avec certitude simultanément. Un monde où les particules peuvent être à deux endroits différents en même temps. Un monde où l'observation affecte ce qui est observé et où l'existence de quelque chose dépend de la façon dont vous la mesurez. Ce monde est la physique quantique, une dimension bien étrange et mystérieuse qui défie notre compréhension de la réalité et où l'incertitude règne en maître. Comment dire que ce principe est d'un point de vue philosophique la cause de la mort du déterminisme? Mais nous ne sommes pas sur une chaîne de philosophie. Alors à présent, intéressons-nous au principe d'incertitude. Et pourquoi serait-ce la mort du déterminisme? Bon, il faut d'abord mettre les choses au clair. Ni le mot principe, ni le mot incertitude est juste. Puisque ce principe est démontrable, on devrait parler de théorème. Et le mot incertitude ne convient pas tellement, étant donné que ce principe ne dépend pas de si on sait ou non les particularités d'une particule, on va les voir après, mais dépend surtout du fait qu'on ne peut pas les déterminer dans les situations qu'on verra après. C'est fondamentalement impossible. Il est rare de dire impossible, car on peut jouer sur plusieurs nuances en général. Mais là on va le voir, c'est impossible. Ainsi, ce principe, on l'appelle aussi le principe d'indétermination, que vous pouvez parfois retrouver, mais on devrait dire le théorème d'indétermination. Mais gardons les boulettes du passé et parlons du principe d'incertitude. Donc pour commencer, il faut simplement savoir ce qu'est la quantité de mouvement d'un corps. Et à vrai dire, c'est très simple. La quantité de mouvement d'un corps est sa masse multipliée par sa vitesse. La masse sur la vitesse. Quand on sait ce qu'est la quantité de mouvement, on se rend vite compte qu'un corps lourd, qui va à la même vitesse qu'un corps plus léger, nécessitera forcément plus de quantité de mouvement. Et ça on s'en fiche, c'était juste pour mieux comprendre. Bon, tout cela n'est pas compliqué à comprendre, donc pour continuer, il faut bien cerner que la quantité de mouvement n'intervient pas seulement pour les objets à échelle macroscopique, puisqu'ici on s'intéresse aux particules. Vous le savez, les particules ont plusieurs propriétés, comme une charge électrique, un spin ou notamment une vitesse et une masse. Donc forcément, elles ont une quantité de mouvement. Et le phénomène intéressant en mécanique quantique qu'on traite dans cette vidéo arrive quand on s'intéresse aussi à la position de la particule. Le principe d'incertitude d'Heisenberg se résume en une seule phrase, et qui de mieux qu'Heisenberg lui-même pour expliquer son principe. Il nous dit, plus on détermine la position d'une particule avec précision, moins on pourra déterminer avec précision sa quantité de mouvement au même instant, et vice versa. Voilà, donc il est impossible de mesurer simultanément, et avec exactitude, la quantité de mouvement, ou l'impulsion d'une particule, et sa position. Il y a d'autres paires de propriétés physiques d'un atome ou d'une particule qui ne peuvent pas être mesurées en même temps précisément. Quand je dis précisément, c'est avec des précisions infinies. Mais le principe d'incertitude concerne principalement la position et la quantité de mouvement d'une particule. Et juste, quand je dis tout cela, c'est prouvé. Il est fondamentalement impossible de connaître la position et la quantité de mouvement d'une particule précisément au même moment. Et ce n'est pas, comme on pourrait le croire, la faute d'imprécision ou d'incompétence de nos appareils de mesure. Non, c'est comme ça. Voilà pourquoi le terme le plus approprié est indétermination et pas incertitude, comme on l'a vu en début de vidéo. Mais bon, l'effet de ce phénomène est si infime dans notre quotidien qu'on peut l'ignorer. Mais à l'échelle des particules subatomiques, le principe d'incertitude est à la base de la mécanique quantique. Et à présent, nous devons nous poser la question la plus importante qui existe. Pourquoi ? C'est bien beau de dire c'est comme ça mais pas autrement, mais ici on parle de science, pas de religion. Donc il faut comprendre pourquoi cela se passe ainsi. On ne peut pas dire qu'une chose est fondamentalement impossible sans expliquer pourquoi ou comment. Pour cela, notre cher Werner Heisenberg a imaginé une expérience de pensée qui permettrait de mesurer les paramètres du mouvement d'une particule subatomique. Et en l'occurrence, le neutron, qui n'est pas une particule élémentaire. Mais là il n'y a aucun rapport. L'expérience d'Heisenberg consistait simplement à suivre une particule, donc ici le neutron, avec un radar, précisément avec des ondes électromagnétiques qui vont se réfléchir sur le neutron. Pour avoir une acuité maximale, il fallait choisir les ondes électromagnétiques avec les longueurs d'onde les plus courtes, donc les rayons gamma. Si vous voulez en savoir plus sur les ondes électromagnétiques, je vous envoie vers cette vidéo. Mais le problème, c'est qu'il y a encore le phénomène de dualité onde-corpuscule qui intervient, qui fait que les rayons gamma se comportent comme plein de photons qui viennent bombarder ou percuter le neutron. Et puisque les rayons gamma transportent beaucoup d'énergie, ce sont les ondes électromagnétiques qui transportent le plus d'énergie, alors la vitesse du neutron sera modifiée. Ainsi, la méthode qui nous permettrait de savoir la position du neutron
modifierait sa vitesse. Donc on peut se dire qu'en utilisant d'autres ondes électromagnétiques, ce qui donnerait des photons moins énergétiques, ça minimisera l'altération de la vitesse, ou la quantité de mouvement, ce qui est le cas. Mais puisque les longueurs d'onde des ondes électromagnétiques sont plus grandes, vu qu'il y a moins d'énergie, alors la précision avec laquelle on pourrait mesurer la vitesse du neutron diminuerait forcément. Donc le phénomène va dans les deux sens. Plus on essaye de mesurer l'un précisément, et moins on aura de précision sur l'autre. C'est la limite fondamentale en mécanique quantique qu'exprime Werner Heisenberg, avec le principe d'incertitude. Et on peut le constater mathématiquement. Pour cela, c'est simple. On note x la position et p la quantité de mouvement. P qui est donc égale à la masse ou la vitesse, donc m fois v. L'incertitude, quant à elle, va être représentée par le delta. Pour ceux qui ne sont pas hellénistes, le delta est représenté par un triangle. Enfin, c'est donc un delta majuscule. Un minuscule, c'est donc ça, dans votre sens. Donc Heisenberg nous dit que delta x multiplié par delta p, donc l'incertitude de la position multipliée par l'incertitude de la quantité de mouvement, est supérieure ou égale à la constante de Planck, notée h, divisée par 4pi, ou la constante de Planck réduite divisée par 2. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de la constante de Planck, parce qu'elle n'est pas utile, et qu'on l'avait déjà évoquée dans une vieille vidéo sur la théorie des quanta. Mais si vous voulez une vidéo sur la constante de Planck, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Là, pourquoi on s'en fiche? Pour observer le principe d'incertitude, il faut juste retenir que l'incertitude de la position multipliée par l'incertitude de la quantité de mouvement est supérieure ou égale à une constante. C'est tout. Pour continuer, on doit prendre le cas limite de cette inéquation. Donc quand c'est égal. Et on se rend compte, les matheux le remarqueront vite, que dans cette situation, l'incertitude de la position et l'incertitude de la quantité de mouvement sont inversement proportionnelles. Ce qui fait que si on augmente delta x, donc on augmente l'incertitude de la position sera donc moins précise, alors on diminue l'incertitude de la quantité de mouvement. Et la quantité de mouvement sera plus précise. C'est parfaitement logique. Mais si vous voulez mieux visualiser, prenons comme exemple delta x égale 4 et delta p est égal 4 aussi. Alors on trouve 16, qui devient la constante qu'on doit trouver à chaque fois. Si j'avais pris 5 et 5, la constante aurait été 25. Et donc, si on diminue delta x, si je mets 2, alors pour trouver 16, il faut que je mette 8 à delta p. Donc on voit bien que si on augmente l'un, il faut diminuer l'autre. On observe parfaitement le principe d'incertitude avec la fameuse formule de Werner Heisenberg. Donc voilà. On peut maintenant parler d'une partie que je considère comme étant très importante, qui est la partie histoire. En science, et comme dans tous les domaines, il y a souvent des débats. Et celui-là fait partie d'un des débats les plus importants, si ce n'est le plus important, puisqu'il a conduit à la création de la mécanique quantique. Rien que ça. Et ce débat, qui a eu lieu en 1926, a opposé forcément Werner Heisenberg à Erwin Schrödinger. Si vous voulez savoir ce qu'a fait Schrödinger, je vous envoie vers cette vidéo sur le chat de Schrödinger. Donc, le débat les opposait sur quel sujet, me direz-vous? Un sujet évidemment très simple, pour les hommes simples qu'ils étaient évidemment, non. Ce débat les opposait sur la manière dont il fallait calculer les états d'énergie quantifiés des électrons dans les atomes. Pour récapituler vite fait, Heisenberg a utilisé la mécanique des matrices, qu'on verra un jour, il y a tellement de sujets, il faut que je me décide, et Schrödinger s'était basé sur la mécanique ondulatoire, soutenue d'ailleurs par Einstein. Au final, il a fallu attendre Pascual Jordan et Paul Dirac, qu'ils se sont dit tiens, on va combiner les deux représentations en un ensemble, et en faisant ça, ils ont juste formé la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la mécanique quantique. Donc voilà. Et un an plus tard, donc en 1927, Heisenberg écrit une lettre à un autre très grand scientifique, qui est Wolfgang Pauli, dans laquelle il énonce pour la première fois le principe d'incertitude. Il publia ses travaux la même année. Ainsi, Heisenberg a montré que nous ne saurons jamais la trajectoire future ni passée d'une particule. De plus, tout ce que nous avons vu signe la fin de la physique newtonienne. Enfin, on l'utilise encore, mais bon, c'est un autre sujet. Disons que leurs idées très déterministes, où il existe un monde extérieur indépendamment du nôtre et dont la compréhension ne peut arriver que grâce à un observateur, il est totalement dégagé avec la mécanique quantique, qui se base sur des probabilités, et qui fait donc forcément intervenir le hasard. Donc désolé pour ceux qui utilisent l'expression d'Einstein qui disait que Dieu ne joue pas au dé, mais il se trompait totalement, puisqu'il y a du hasard et qu'il n'y a pas de Dieu. N'oubliez pas que la science est le futur.